Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo euh, où nous allons plonger dans l'une des périodes les plus importantes et complexes de l'histoire de l'Afrique, la lutte pour l'indépendance de l'Angola et la guerre civile qui a suivi. Donc ces événements qui s'étendent de 1961 à 2002 ont non seulement marqué la fin de la domination coloniale portugaise en Angola, mais ont également plongé le pays dans un conflit interne dévastateur qui a duré près de 3 décennies. L'Angola, ancienne colonie portugaise, a été ce théâtre d'une lutte acharnée pour l'indépendance à partir de 1961. Et cette guerre d'indépendance, menée par un certain nombre de mouvements, a duré jusqu'en 1974. Et ce conflit a été marqué par des combats féroces, des tactiques de guérilla et une répression brutale de la part des forces coloniales portugaises. Et finalement, la révolution des œillets au Portugal en 1974 a conduit à la décolonisation et à l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975. Cependant, l'indépendance tant attendue n'a pas apporté à la paix. Au contraire, elle a été le prélude à une guerre civile sanglante qui a opposé les anciens alliés indépendantistes dans une lutte pour le pouvoir. Le MPLA, soutenu par l'Union soviétique et Cuba, s'est affronté avec le FNLA et l'UNITA, et qui recevait le soutien des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Et ce conflit qui a duré jusqu'en 2002, il a dévasté l'Angola, coûtant la vie à des centaines de milliers de personnes et plongeant le pays dans une profonde crise humanitaire. Et donc, dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les événements qui ont marqué cette double tragédie de l'histoire angolaise. Commencera par examiner la lutte pour l'indépendance, les motivations des différents mouvements, les stratégies militaires employées et les conséquences de la fin de la domination coloniale portugaise. Nous poursuivons ensuite avec un aperçu approfondi de la guerre civile angolaise en nous concentrant sur l'implication des puissances internationales euh, et sur les répercussions à long terme de ce conflit pour l'Angola et l'ensemble de la région. Ces événements, bien sûr, nous vous invitons à, bien sûr, ces événements, l'ensemble de ces événements, ils nous offrent un regard éclairant sur les dynamiques de la décolonisation de l'Angola, bien entendu, mais de toute l'Afrique et les enjeux de la guerre froide sur le continent et les défis de la construction nationale après les décennies de guerre. Donc la guerre d'indépendance qui s'est déroulée en 61-74, rappelons-le, c'est l'un des conflits les plus marquants de l'histoire africaine contemporaine. Cette guerre qui a été le théâtre d'une lutte vraiment acharnée entre les mouvements indépendantistes angolais, le pouvoir colonial portugais, marquant la fin de près de 500 ans de domination portugaise en Afrique. Et ce conflit a été caractérisé vraiment par une violence intense et des répercussions géopolitiques complexes et un impact profond sur l'évolution politique de l'Angola et de l'ensemble du continent, bien sûr, africain. L'Angola a longtemps été une source importante de revenus pour le Portugal grâce à l'exploitation des ressources naturelles, notamment les diamants, le café et le pétrole. Et le système colonial portugais en Angola était marqué par une discrimination raciale stricte, une exploitation économique féroce et une répression politique brutale. Et les Angolais étaient traités comme des citoyens de seconde zone, privés de droits civiques et soumis à des conditions de travail souvent inhumaines dans les plantations, les mines et les industries contrôlées par les colons portugais. Au milieu du XXe siècle, la montée du nationalisme en Afrique, alimentée par les luttes pour l'indépendance dans d'autres colonies européennes, a commencé à inspirer les mouvements indépendantistes en Angola. Et plusieurs groupes nationalistes ont vu le jour, chacun revendiquant l'indépendance de l'Angola et la fin de la domination portugaise. Et parmi ces groupes, les trois plus importants étaient le Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, le Front national de libération de l'Angola et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola.
Le MPLA, fondé en 56, était un mouvement marxiste-léniniste, soutenu par l'Union soviétique et d'autres pays socialistes. Il était principalement composé de membres des ethnies Mbundu et Kimbundu et avait une base de soutien importante dans les zones urbaines et parmi les intellectuels. Et le FNLA, fondé en 1962, était soutenu par les États-Unis et certains pays africains, comme le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il représente principalement les Bakongos du nord de l'Angola. L'UNITA, créée en 1966 par Jonas Savimbi, était un mouvement anticommuniste qui attirait son soutien principalement parmi les Zovimbundos du centre de l'Angola et bénéficiait également du soutien des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Alors, la guerre de l'indépendance angolaise a commencé le 4 février 1961, lorsque des militants du MPLA ont attaqué la prison centrale de Luanda, la capitale angolaise, dans le but de libérer des nationalistes emprisonnés. Et cette attaque a marqué le début d'une série d'insurrections dans tout le pays. Le 15 mars 61, une révolte à plus grande échelle a éclaté dans les plantations de coton de la région de Paikcha de Kassangé, dans le nord de l'Angola, et des milliers de travailleurs angolais excédés par les conditions de travail inhumaines et les bas salaires se sont soulevés contre les colons portugais, incendiant des plantations et attaquant les symboles du pouvoir colonial. Et la répression de cette révolte par les forces coloniales portugaises a été d'une brutalité sans précédent, faisant des milliers de morts parmi les civils. En réponse à ces soulèvements, le Portugal a déployé des troupes supplémentaires en Angola et a intensifié sa répression contre les mouvements indépendantistes. Les forces portugaises, bien équipées et expérimentées, ont utilisé des tactiques de guerre conventionnelles ainsi que des opérations de contre-insurrection pour tenter de contenir la rébellion. Cependant, les groupes nationalistes angolais, bien que moins bien armés, ont mené une guerre de guérilla efficace, profitant de leur connaissance du terrain et du soutien de la population locale. La guerre d'indépendance angolaise s'est rapidement internationalisée avec l'implication de puissances étrangères qui voyaient en Angola un terrain stratégique dans le contexte de la guerre froide. Et le MPLA a reçu un soutien militaire, financier et logistique de l'Union soviétique, du Cuba et d'autres pays du bloc de l'Est. Ce soutien comprenait la fourniture d'armes, la formation des combattants et l'envoi de conseillers militaires cubains en Angola. De l'autre côté, le FNLA et l'UNITA ont bénéficié du soutien des États-Unis, du Zaïre et de l'Afrique du Sud qui voyaient dans ces mouvements des alliés potentiels contre l'expansion du communisme en Afrique. Et cette internationalisation du conflit a exacerbé la violence en Angola, transformant la guerre d'indépendance en une véritable guerre par procuration entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Et les combats se sont intensifiés avec des batailles rangées entre les forces portugaises et les guérillas indépendantistes, ainsi que des attaques de plus en plus fréquentes contre les civils. Et les zones rurales de l'Angola ont été particulièrement touchées avec des villages entiers détruits et des populations déplacées. Les mines terrestres posées par toutes les parties en conflit ont laissé un héritage mortel qui continue de tuer et de mutiler des civils angolais des décennies après la fin de la guerre. Le tournant décisif dans la guerre d'indépendance anglaise est survenu en avril 1974, après la révolution des œillets au Portugal. Et ce soulèvement, mené par des officiers de l'armée portugaise opposés à la guerre coloniale, a renversé la dictature d'Estado Novo et a conduit à un changement radical de la politique portugaise en Afrique. Le nouveau gouvernement portugais, confronté à une opinion publique fatiguée de la guerre et à une économie en crise, a rapidement annoncé son intention de se retirer de ses colonies africaines, y compris l'Angola. Les négociations pour l'indépendance de l'Angola ont commencé en 1974 entre le gouvernement portugais et les principaux mouvements indépendantistes angolais. En janvier 1975, les accords d'Alvor ont été signés prévoyant la formation d'un gouvernement de transition composé de représentants du MPLA, du FNLA et de l'UNITA et fixant la date de l'indépendance au 11 novembre 1975.
Cependant, les rivalités entre les mouvements indépendantistes exacerbées par les interventions étrangères ont rapidement dégénéré en une guerre civile, empêchant la mise en œuvre effective des accords d'Alvor. Le MPLA, soutenu par les troupes cubaines, a pris le contrôle de Luanda et a proclamé l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975 avec Agostinho Neto comme premier président. Le FNLA et l'UNITA, avec le soutien de l'Afrique du Sud et du Zaïre, ont tenté de former un gouvernement rival dans le sud du pays, mais n'ont pas réussi à prendre le contrôle de la capitale. Alors la guerre, bien entendu, la guerre d'indépendance angolaise a eu des conséquences pour l'Angola, le Portugal. Pour l'Angola, a marqué la fin de 5 siècles de domination coloniale portugaise, mais elle a également plongé le pays dans une guerre civile dévastatrice qui allait durer presque 27 ans. Les divisions ethniques et idéologiques exacerbées par les interventions étrangères ont laissé vraiment des cicatrices profondes dans la société angolaise qui continue de lutter pour la réconciliation et la reconstruction nationale. Et pour le Portugal, la guerre d'indépendance angolaise ainsi que les autres guerres coloniales en Guinée-Bissau et au Mozambique a précipité la chute de la dictature de l'Estado Novo et la fin de l'empire colonial portugais. La révolution des œillets a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Portugal qui a dû faire face aux défis de la décolonisation et de la transition démocratique. Le 11 novembre 1975, le jour de l'indépendance de l'Angola, le MPLA proclama unilatéralement la création de la République populaire d'Angola à Luanda, avec Agostinho Neto comme premier président. Simultanément, l'UNITA et le FNLA formèrent une alliance temporaire pour contester le pouvoir du MPLA, établissant un gouvernement rival à Ouambou, soutenu par l'Afrique du Sud et le Zaïre. La guerre civile angolaise, qui éclata immédiatement après l'indépendance, fut alimentée par les rivalités idéologiques de la guerre froide. Et le MPLA, soutenu par l'Union soviétique et le Cuba, reçut une aide militaire massive, y compris des milliers de soldats cubains qui furent envoyés pour défendre le régime de Luanda. De leur côté, UNITA et FNLA bénéficièrent du soutien des États-Unis, de l'Afrique du Sud et du Zaïre, qui craignaient l'expansion du communisme en Afrique australe. Le conflit se transforma rapidement en une guerre par procuration avec des batailles majeures se déroulant à travers le pays, tandis que les civils se retrouvaient pris au piège dans une lutte de pouvoir entre des forces soutenues par des acteurs étrangers. Les années 70 et 80 furent marquées par des combats intenses, des déplacements massifs de population et une destruction généralisée des infrastructures. L'économie angolaise, autrefois prometteuse grâce à ses ressources naturelles, s'effondra et la majorité de la population fut plongée dans la pauvreté et la souffrance. Et malgré les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit, notamment les tentatives de médiation par l'Organisation de l'Unité africaine et les Nations unies, la guerre civile angolaise continua de faire rage. Les accords de cessez-le-feu furent régulièrement violés et chaque partie continua de recevoir un soutien extérieur euh, qui plongea, qui prolongea un petit peu le conflit. L'MPLA réussit à consolider son pouvoir dans les zones urbaines et le long de la côte, tandis que l'UNITA maintient son empire sur les régions rurales et riches en ressources du sud et du centre du pays. Alors un tournant quand même, un tournant décisif se produisit à la fin des années 80, au début des années 90, alors que la guerre froide touchait à sa fin, que le soutien extérieur aux factions angolaises commençait à s'estomper. La chute de l'Union soviétique et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud privèrent les belligérants de leurs principaux soutiens, ouvrant la voie à des négociations de paix. Et en 91, le gouvernement du MPLA, dirigé par José Eduardo dos Santos, après la mort d'Agostinho Neto en 1979, et l'UNITA de Jonas Savimbi, signèrent l'accord de Bicesi à Lisbonne,
au Portugal. Et cet accord, négocié sous l'égide de la communauté internationale, prévoyait un cessez-le-feu, la démobilisation des forces armées et l'organisation d'élections libres et démocratiques pour mettre fin au conflit. Les élections générales eurent lieu en septembre 91 sous la supervision des Nations Unies. Et bien entendu, elle devait marquer un nouveau départ pour l'Angola. Mais elles se révélèrent être une source de discorde. Le MPLA remporta les élections avec environ 49% des voix, tandis que l'UNITA obtint 40%. Jonas Savimbi, qui contesta les résultats, dénonça des fraudes massives et refusa de reconnaître la victoire du MPLA. Le rejet des résultats électoraux par l'UNITA replonge l'Angola dans la guerre. Les combats, vont reprendre et l'UNITA lança une nouvelle offensive pour renverser le gouvernement du MPLA. Et cette période de reprise des hostilités, souvent appelée guerre de 55 jours, fut l'une des plus violentes du conflit, marquée par des massacres de grande ampleur, notamment le massacre de près de 30 000 partisans de l'UNITA à Luanda par les forces du MPLA. Après l'échec des élections de 92, l'Angola sombra de nouveau dans une guerre totale. Et l'UNITA, grâce à ses vastes réseaux de financement issus du commerce illégal de diamants, réussit à réarmer et à lancer des offensives contre les bastions du MPLA. Et pendant cette période, l'UNITA contrôlait de larges portions du pays, y compris les régions diamantifères de Luanda, qui fournissaient à Savimbi les ressources nécessaires pour poursuivre la guerre. La reprise du conflit intensifia la catastrophe humanitaire en Angola et les combats entraînèrent la destruction de villes entières, le déplacement de millions de personnes et une insécurité alimentaire généralisée. Les mines antipersonnelles abondamment utilisées par les deux camps laissèrent des millions de mines non explosées, transformant le pays l'un des plus contaminés par ces armes au monde. La situation humanitaire atteignait des niveaux critiques, avec des milliers de personnes mourant chaque année de famine, de maladies et de violences. Les efforts de paix vont se poursuivre malgré l'intensification des combats. En 1994, sous la pression internationale, le MPLA et l'UNITA signèrent le protocole de Lusaka qui prévoyait une fois de plus un cessez-le-feu, la démobilisation des forces et l'intégration de l'UNITA dans un gouvernement d'union nationale. Cependant, ce nouvel accord, comme les précédents, échoua à mettre fin au conflit, car Savimbi refusa de désarmer complètement ses forces, craignant que le MPLA ne respecte pas ses engagements. Le tournant final de la guerre civile angolaise survint en février 2002 avec la mort de Jonas Savimbi lors d'une embuscade tendue par les forces gouvernementales dans la province de Moxico. La disparition de Savimbi, qui avait été la figure centrale et intransigeante de l'UNITA pendant plus de 3 décennies, ouvrit la voie à une résolution rapide du conflit. Après la mort de Savimbi, l'UNITA, désormais dépourvue de son chef charismatique, se désintégra rapidement. Les combattants de l'UNITA se rendirent en masse et en avril 2002, un accord de paix final fut signé entre le MPLA et l'UNITA. Et cet accord mit officiellement fin à 27 ans de guerre civile, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'Angola. Alors, la guerre civile en Angola a laissé des cicatrices profondes sur le pays. Les pertes humaines sont estimées à plus de 500 000 morts, avec des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays ou réfugiées dans les pays voisins. Et les infrastructures économiques et sociales du pays ont été presque entièrement détruites et la plupart des secteurs de l'économie, en dehors de l'exploitation pétrolière, étaient en ruine à la fin du conflit. Et la guerre a également laissé un héritage de divisions ethniques et régionales exacerbées par des décennies de violence, et le processus de réconciliation nationale a été lent et difficile, avec des efforts pour réintégrer les anciens combattants de l'UNITA dans la société angolaise et pour reconstruire la nation sur des bases plus inclusives et pacifiques. Et sur le plan économique, l'Angola a connu une croissance spectaculaire après la fin de la guerre, principalement grâce à l'exploitation de ses vastes réserves de pétrole
Et cependant, cette croissance économique n'a pas été équitablement répartie. Une grande partie de la population angolaise continue de vivre dans la pauvreté. Aussi, la corruption, largement répandue au sein du gouvernement et des élites, a également entravé le développement du pays et contribué à la persistance des inégalités. La guerre civile montre bien sûr l'importance de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources, aussi dans la gestion des ressources naturelles, l'exploitation des ressources, notamment le pétrole et le diamant, a joué quand même un rôle très important dans le financement du conflit et a continué de poser un certain nombre de problèmes de corruption et de mauvaise gestion après la guerre. Et la gouvernance transparente et responsable reste très importante pour transformer ces ressources naturelles en source de prospérité pour l'ensemble du pays, tous les citoyens, plutôt que d'alimenter la guerre et les inégalités. Si vous avez, donc on vient de, si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas bien sûr à les partager dans les commentaires et nous serions ravis de lire vos avis. Merci d'avoir suivi cette exploration historique avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire du continent africain, l'histoire des conflits modernes en Afrique. Prenez soin de vous et à très bientôt.